sont partis au niveau de Nairobi pour discuter, en fait, de les récupérer pour se retrouver dans les processus de démobilisation et de désarmement. Ça n'a pas tenu. Nous nous sommes retrouvés au niveau de Bujumbura pour déclencher le processus de précantonnement d'abord au niveau de Rumangabo et de Kindu après pour qu'ils soient réintégrés. Et tout cela sont des processus effectivement qui prouvent la bonne foi du gouvernement congolais à pouvoir en finir avec cette guerre. Malheureusement, de l'autre côté, nous assistons à des revendications qui n'ont pas de tête ni de quai, parce que lorsqu'on parle des questions des FDLR, le gouvernement avait déjà donné son feu vert par rapport à cette opération de neutralisation des FDLR avec le gouvernement rwandais. On vous parle ici des discriminations de certaines communautés congolaises. Et pourtant, lorsque vous voyez ceux qui sont à la tête du M23, notamment Corneille Nangaa, qui est de Haut-Ouélé, vous avez aussi Bertrand Bisimwa, qui ne font même pas partie de cette communauté, c'est-à-dire ils ne sont pas les porte-parole d'une quelconque communauté marginalisée en RDC. Lorsque vous êtes du côté du Rwanda, on vous parle même d'un certain retraçage des limites de la conférence de Berlin, c'est-à-dire pour eux, ils expriment les velléités expansionnistes du Rwanda pour se dire qu'on avait mal tracé les frontières congolaises et qu'il y aurait certaines terres congolaises qui appartiendraient de droit à la République rwandaise. Et moi, je pense qu'au vu de toutes ces revendications, les gouvernements qui s'étaient succédés ont aussi fait preuve de bonne foi en accordant l'amnistie pour ceux qui avaient pris les armes, d'une part, en réintégrant certains dans le gouvernement, d'autres dans la fonction publique, et curieusement, Kagame se retrouve dans une position d'insatisfaction. Parce que toutes les rébellions qui se sont succédées, ils ont tiré de grandes dividendes, de grands intérêts économiques, jusqu'à propulser le Rwanda à devenir le premier pays producteur de coltan en Afrique. Et pourtant, ils n'ont pas de gisements qui pourraient produire autant de tonnes dans leur espace au niveau du Rwanda. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une position où ces accords qui ont été signés ont été traités de façon naïve pour la communauté internationale et même pour le Rwanda, et où ils pensent qu'on peut toujours continuer avec cette aventure, on va encore réintégrer les gens dans l'armée, on va négocier, la rébellion va finir. Dans la perspective de préparer 5 prochaines années, on prépare encore une nouvelle rébellion, et ce cycle qui pourrait être interminable, nous pensons que c'est un grand danger pour la République, et nous saluons la position du gouvernement congolais actuellement pour le fait de ne pas accepter de négocier avec le M23. Parce que le fait pour nous de négocier avec le M23 va reproduire encore de nouveaux accords, ou peut-être en termes d'exécution ou en termes de respect à la lettre de ces accords pourrait poser problème et générer une autre rébellion par la suite. Voilà la crainte que nous avons, mais tout ce que nous entendons effectivement, c'est de mobiliser l'armée avec toute sa force, et les institutions en disent le plus souvent que nous sommes en train de mobiliser beaucoup de moyens au sein des FARDC. C'est-à-dire, quand vous avez mobilisé beaucoup de moyens, il faut absolument recommander aussi les résultats de ces moyens-là pour lesquels vous avez investi au sein de l'armée et non plus attendre le processus diplomatique ou politique. Déclarer une guerre avec le Rwanda serait-elle vraiment une des solutions? Pour moi, ce n'est pas la solution. Parce qu'on ne peut pas déclarer la guerre avec le Rwanda alors que le Rwanda est déjà chez nous. L'objectif ici, c'est d'abord faire le ratissage du Rwanda. On les ramène dans les limites de ses frontières. Et nous, maintenant, on va évaluer après. Parce que la guerre coûte extrêmement cher. Nous voulons faire la guerre. Le Rwanda a toutes les bonnes raisons de faire la guerre au Congo. Parce qu'eux, ils viennent chercher les minéraux. Ils viennent chercher le bois. Ils viennent chercher des terres. Ils viennent chercher tout ce qu'ils peuvent vouloir trouver pour renforcer leur économie. Ils viennent parfois faire des détonations d'armes pour que certains animaux quittent nos parcs ici pour se retrouver dans les lairs, en fait effectivement d'attirer les tourismes. Vous voyez. Mais nous devons nous poser la question. D'abord, on gagne la guerre militairement jusqu'à repousser le Rwanda dans la limite de nos frontières. Et puis nous nous posons la question. Nous voulons faire la guerre pour agresser le Rwanda. Mais pour aller y gagner quoi réellement? Parce que la guerre elle est aussi économique. On ne fait pas la guerre une fois pour toutes. Oui, c'est faire respecter, oui, mais quelles sont les visées économiques? Sachez que dans la guerre, nous allons perdre beaucoup de moyens sur le plan économique. Nous allons perdre des hommes qui sont engagés sur les fronts. Nous aurons à
enraciner encore le conflit avec les communautés locales au niveau du Rwanda. Et lorsque nous nous posons toutes ces questions, moi personnellement, je me dis, le fait pour nous de nous respecter vis-à-vis du Rwanda, on les bat d'abord ceux qui sont chez nous, on les capture, et ensuite nous fermons des frontières. Lorsqu'il y aura des négociations, c'est de là que le Rwanda brandit à un certain moment la question des réfugiés congolais qui se retrouveraient au Rwanda, et à travers maintenant des mécanismes qui seraient appuyés par la communauté internationale, on fait ce qu'on appelle échange des réfugiés. Et à ce moment-là, nous serons en train, en tout cas, d'assainir la situation bilatérale entre le Rwanda et le Congo, après avoir les infligé effectivement ces respects-là.